Bonjour à tous. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette du Moniteur. Pardon. Je sors d'une réunion de la Gazette des communes, donc c'est pour ça que je suis toujours sur le sujet. Donc le moniteur formation, ce sont plus, comme on peut le voir sur la slide qui suit et que Bruno va nous passer, ce sont plus de 5000 stagiaires formés chaque année, plus de 500 programmes de formation et là, il y a 1000 sessions sur ma slide, mais j'ai recompté encore ce matin, c'est 1750 sessions de formation qui sont planifiées cette année en présentiel ou à distance sur des formats classe virtuelle, e-learning ou encore blended learning. Donc, nous avons une large gamme de formations sur diverses thématiques. Je vous les ai toutes mises également sur la slide qui suit. Nous avons notamment une rubrique Soft Skills dédiée à l'acquisition des compétences interpersonnelles et comportementales dans le secteur du BTP, qui est une des rubriques les plus récentes. Dans les rubriques récentes aussi, et que vous ne connaissez peut-être pas, tout ce qui est numérique et intelligence artificielle, qui s'applique très concrètement au secteur du BTP depuis quelques temps maintenant. Et puis évidemment, une rubrique en performance énergétique et environnementale, sujet qui va nous intéresser ce matin à travers ce webinaire autour de la qualité de l'air intérieur, QAI, en construction et en rénovation. Donc, sur la slide qui suit, nous avons mis la formation que nous proposons sur ce sujet. Et c'est le formateur qui l'anime à nos côtés, Bruno Tudal, que nous avons le plaisir de recevoir pour en parler. Donc, Bruno est conseil médical en environnement intérieur et il développe une activité innovante qui apporte des solutions concrètes sur le terrain. Et ces démarches se sont notamment concrétisées par la création en 2016 de Biodive Air Santé France, un cabinet de conseil en santé environnementale qui est spécialisé dans la qualité de l'air intérieur. Donc malheureusement, nous ne voyons pas Bruno. Il y a un petit souci de webcam. Je vous prie de bien vouloir nous en excuser. Mais j'espère que vous allez l'entendre, profiter de tout ce qu'il a à nous apprendre ce matin. Et je vais donc lui laisser la parole en ce sens. N'hésitez pas tout au long de son intervention à lui poser vos questions via le petit module point d'interrogation que vous avez sur le menu GoToWebinar. Et je lui relayerai en fin d'intervention. Nous essaierons de répondre au maximum de vos interrogations. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et Bruno, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, bon, vous ne me voyez pas, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important surtout, bon, la présentation a été faite. Simplement, je rajouterais que moi, je suis donc au contact au quotidien de personnes qui sont malades à cause des problématiques de qualité de l'air intérieur. Et c'est aussi ce qui me pousse à agir un petit peu en amont lorsque c'est possible, voilà, et notamment à travers les formations et échanger avec les acteurs de la qualité de l'intérieur et du bâtiment. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la formation que je propose, donc qui est sur 2 jours et qui permet de balayer un petit peu tout ce qui peut intéresser dans vos activités. J'ai vu que parmi les inscrits, il y avait beaucoup de structures différentes, de collectivités territoriales notamment. J'imagine qu'il y a beaucoup de gestionnaires de bâtiments et un petit peu voilà, de différents types. Donc, je vais essayer de pouvoir être clair pour tout le monde. Donc, on parle à la fois de construction et de rénovation, qui sont à la fois des sujets extrêmement d'actualité, mais aussi des sujets où la qualité de l'air intérieur est vraiment essentielle, puisque forcément, si on ne le prend pas en compte à ces moments-là de la construction ou de la rénovation, après, ce sont les occupants, malheureusement, qui subissent les conséquences. Donc, l'idée, c'est de vous fournir les clés, les outils pour pouvoir avoir les bâtiments qui soient à la fois les meilleurs possibles d'un point de vue performance et notamment
performance énergétique et qui soit bon pour la santé des occupants. Donc tout d'abord, on commence par comprendre les enjeux et les déterminants de la qualité de l'air intérieur, qu'on appelle QAI, voilà, pour aller plus vite. Donc moi, je commence toujours par la notion de risque, qui est une notion extrêmement importante, et en l'occurrence, on parle de risque d'exposition aux polluants, qui n'est pas toujours clair pour tout le monde que dans cette formation, je le rappelle en détail. Alors, ça m'arrive de travailler, par exemple, avec des préventeurs qui connaissent bien cette notion de risque, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, les chiffres de la qualité de l'air intérieur. Si je vous demandais là, par exemple, combien coûte la qualité de l'air intérieur en France chaque année en termes de coûts socio-économiques, je ne suis pas sûr que tout le monde sache répondre. Le bon chiffre, c'est 19,6 milliards par an, hein, qui ont été prouvés. Donc, ça donne un petit peu une idée de l'ampleur du sujet. Évidemment, la consommation d'énergie, il y a des phénomènes à comprendre, les liens entre la qualité de l'air intérieur et la consommation d'énergie. Pour faire simple, plus on ventile, plus on améliore la qualité de l'air intérieur, mais plus on consomme d'énergie. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver aussi cet équilibre-là. Ensuite, donc, les conséquences sanitaires, moi, voilà, je suis bien placé pour en parler puisque je travaille avec des médecins et des patients au quotidien. Et donc, on voit très nettement les conséquences que peuvent avoir des expositions aiguës ou chroniques aux polluants. On aborde de façon assez simple. L'idée, c'est pas de vous assommer de connaissances scientifiques et techniques. C'est surtout voilà, que vous ayez de bonnes notions donc, sur les sources de pollution à l'intérieur d'un bâtiment pour pouvoir agir à votre niveau. Et donc, pour animer un petit peu cette partie-là qui est quand même assez dense en termes d'informations et de chiffres, je fais 2 ateliers, un quiz sur les valeurs guides de l'air intérieur et ce que j'ai appelé la matrice de polluants pour arriver à mieux comprendre les différents polluants et comment on les classe entre eux. Ensuite, la deuxième partie, ça va être donc maîtriser et respecter le cadre réglementaire, qui est peut-être la partie qui vous intéresse le plus en ce moment. Donc, il y a une partie sur la ventilation, une partie sur les matériaux. On a soit les problématiques de logement, les problématiques de RP, l'étiquetage des produits, l'exposition professionnelle, tout ça, ça fait un cadre réglementaire qui est assez compliqué avec plusieurs choses qui s'imbriquent entre elles et où c'est pas toujours simple de s'y repérer. Parfois, on peut avoir de très bonnes connaissances sur la réglementation, sur la ventilation, mais pas du tout sur les matériaux, par exemple, ou voilà, la ventilation dans les logements, mais pas forcément voilà, dans les locaux professionnels. Donc, l'idée, c'est d'y voir plus clair dans tout ça, avec une carte mentale sur la réglementation qui permet de tous représenter et de voir les liens entre les différents différents textes de loi et autres. Et ensuite, je fais aussi un point sur la certification et les labels, puisque ça, en général, c'est quelque chose où les participants connaissent un petit peu, ont déjà certaines notions, ont déjà peut-être expérimenté certaines certifications, mais l'idée, c'est de pouvoir comparer les certifications et les labels, voir ce que ça apporte, les contraintes, et puis comment ça peut aussi s'inclure justement dans cette réglementation. Ensuite, alors là, j'ai fait très simple, mais c'est quand même une très grosse partie. Comment intégrer la qualité de l'air intérieur à un projet de construction en allant de la programmation jusqu'à l'exploitation. Et donc, effectivement, comme je l'ai dit, la qualité de l'air intérieur,
que ce soit sur, voilà, sur de la construction ou de la rénovation, on doit faire attention absolument dès le départ, en fait, aux conséquences. Si, au moment de la programmation, on ne tient pas compte de la qualité de l'air intérieur, ça sera d'autant plus compliqué de rattraper ensuite. Donc, je prends un exemple tout bête, mais ça nous arrive, par exemple, de devoir aller dans des qui sont situés au bord d'une intersection, à un feu rouge, voilà, à proximité d'une voie rapide ou d'une autoroute, et que ça n'ait pas du tout été pris en compte finalement dans le projet. Donc, l'idée, c'est que plus on va anticiper ce genre de problématiques au départ, que ce soit par voilà, l'exposition des ouvrants, par la façon d'installer la ventilation, par exemple, et plus finalement, on donne des chances ensuite au bâtiment d'avoir une qualité d'air intérieur qui soit bonne. Au moment de la conception, il y a toute la partie évidemment sur le choix des matériaux, le, prévoir l'entretien ensuite de la ventilation notamment, puisque ça c'est quelque chose qui est parfois oublié. C'est difficile d'entretenir un réseau de ventilation lorsque ça n'a pas été prévu au départ. Il y a des textes qui existent et qui ne sont pas toujours OK, donc l'idée c'est de rappeler tout ça et voilà, de pouvoir prévoir au départ et contrôler ensuite que ça a été fait et pouvoir corriger avant que ça soit trop tard. Moi, ça m'est arrivé de devoir faire rajouter des trappes de visite du réseau de ventilation une fois que les locataires étaient rentrés dans les appartements. C'est pas la même histoire que si c'est prévu pendant le chantier, quoi. Ensuite, la réception, évidemment, c'est une phase clé pour ce travail-là, puisque ça va être l'occasion aussi de valoriser tout ce qui a été fait en amont, d'expliquer voilà, un petit peu les atouts du bâtiment, puis aussi voilà, les risques, hein, s'il y en a certains qui sont identifiés, pour que ensuite, en phase d'exploitation, les gestionnaires et les occupants en avoir connaissance et finalement éviter les risques d'exposition aux polluants. Ça va être voilà, des choses simples d'infos, de livrets, par exemple, qui peuvent être remis à l'exploitant, ce genre de choses. Et ensuite, dans la phase d'exploitation, ben, voilà, c'est une phase qui est un peu plus connue dans la qualité de l'air intérieur. C'est la gestion quotidienne. Comment on fait voilà, quand on a les rejets d'une usine voisine qui rentre, comment on fait quand on fait des peintures ou changer le mobilier, qu'on a des odeurs à l'intérieur, qu'on a des gens qui se sentent malades, etc. Voilà, comment on fait quand on doit acheter des matériaux ou du mobilier et qu'on ne sait pas quoi choisir. Donc, tout ça, ça rentre dans cette étape-là. Voilà, ça vous permet d'avoir une vision sur toute la vie du bâtiment et ensuite, évidemment, voilà, lorsqu'il y a des rénovations, les bons gestes, les mauvais gestes, mais aussi, comme j'ai dit, la réglementation. Et pour terminer la dernière partie, moi j'aime bien terminer par des études de cas. Alors selon comment se passent les étapes, on peut y consacrer plus ou moins de temps, mais j'aime bien y consacrer pas mal de temps parce que finalement on rentre vraiment dans le concret de ce qui vous intéresse directement, puisque moi je prends toujours vos sujets dès le début en fait. Lorsqu'on fait un premier tour de table, j'essaye de comprendre ce que vous faites,
quelles sont vos problématiques à ce moment-là, auxquelles moi je pourrais répondre. Donc je prends vos sujets, je les travaille un petit peu, je les présente au groupe et ensemble on essaye d'avancer, de trouver des solutions, en tout cas des pistes. Alors forcément ça vaut pas un audit sur site, hein, mais cela dit, ça peut permettre, comme j'ai mis, d'avoir des avis complémentaires, que je puisse vous éclairer sur certaines choses, qu'on fasse le lien avec ce qui a été vu avant, et que voilà, je commence déjà à répondre à vos problématiques du quotidien, s'il y a un ou deux sujets en particulier qui vous viennent à l'esprit et sur lesquels vous avez besoin d'un éclairage. Voilà, donc j'ai mis quelques exemples, faire la mesure de CO2 dans le milieu scolaire, avec la réglementation actuelle, je peux vous donner des clés donc à la fois réglementaires, techniques, le choix du matériel utilisé, le choix aussi voilà, de qui le fait et comment. Un autre exemple, les locaux d'archives qui sont aussi qui constituent une problématique assez récurrente, hein, quels que soient les locaux visés. Les locaux d'archives, on a souvent des problématiques de renouvellement d'air, d'humidité, de poussière et autres. Et donc là, il y a des solutions concrètes assez simples à mettre en place, voilà, sur lesquelles je peux vous aider. L'asthme professionnel, alors ça, généralement, c'est quelque chose qui est assez peu connu, à part des médecins du travail, bien sûr, mais c'est quelque chose à ne pas négliger, puisque ça m'est arrivé d'avoir des participants qui déclaraient de l'asthme à cause de leur exposition au travail, et que j'ai guidé un petit peu dans cette voie-là, parce que il y a certains métiers où l'asthme professionnel est reconnu. Voilà. Et puis le matériel utilisé, comme je le disais, ça peut être en termes de capteurs, en termes de choix de matériaux et autres. Voilà un petit peu les différents exemples. J'ai pas mis, voilà, j'en ai pas mis plus parce que je pense que ça suffit à montrer un petit peu l'étendue du sujet. Et puis, ben voilà, j'ai terminé. Donc, à vos questions. Merci beaucoup, Bruno, pour cet exposé synthétique. Effectivement, voilà, c'est un sujet qui est important, hein, la responsabilité d'un constructeur ou d'un promoteur en matière de qualité de l'air, ou même d'une collectivité dans un établissement qui reçoit du public. Voilà, ça m'importe beaucoup. La RE 2020, nous l'a rappelé d'ailleurs, et accentue, on va dire, les obligations à ce niveau-là. Alors Bruno, je ne sais pas si vous êtes un spécialiste, mais on se pose des questions sur tout ce qui est sanctions, quelque part. On sait que, on vient de le dire, c'est un sujet sérieux qui croise le droit de la construction, le droit civil et peut-être, dans les cas les plus graves, le droit pénal. Oui, et le droit du travail aussi, un code du travail. Et le droit, oui, tout à fait. Donc là-dessus, on se rend compte effectivement que c'est un levier. Enfin voilà, il y a la garantie décennale s'il y a un défaut de ventilation ou de présence de substances toxiques. Le logement va être décrit comme impropre à sa destination. Ça peut donner lieu à des dommages et intérêts. Il y a quand même des obligations de résultat de la part du constructeur. Et puis voilà, sur la RE 2020 qui impose des contrôles sur les systèmes de ventilation en fin de chantier, on a quand même dans la jurisprudence des mises en demeure et des amendes. Et puis des sanctions pénales, parfois sur des cas très graves, de mise en danger d'autrui si le promoteur a sciemment ignoré les alertes sur la toxicité de matériaux ou l'absence de ventilation, ou s'il y a des blessures involontaires. Donc c'est vrai que c'est un sujet quand même très prégnant et dont les constructeurs et les promoteurs immobiliers doivent se saisir
et dont les collectivités, dans leur cadre de leur responsabilité aussi, doivent s'assurer notamment auprès des établissements qui reçoivent du public. Oui, oui, tout à fait. Alors, on ne peut pas dire que je suis un spécialiste du droit, mais par contre, c'est vrai que j'ai pas mal d'expérience, surtout avec des cas où il y a eu des problèmes. Je suis appelé de plus en plus pour de l'expertise judiciaire, alors qu'au départ, c'était pas, voilà, c'était pas le cœur de mon activité, mais là, vraiment, depuis ces dernières années, enfin, là, je suis sur 4 dossiers d'expertise judiciaire en même temps, là, en ce moment. Très lourd, très complexe, avec plusieurs centaines de milliers d'euros à la clé, j'en sais pas plus. Donc, effectivement, la ventilation, c'est un point majeur puisque même si la réglementation là-dessus est pas forcément exhaustive, hein, est pas complète, est pas totalement aboutie, ben, elle existe malgré tout et en fait c'est souvent là-dessus qu'on s'appuie effectivement euh, pour établir les responsabilités et parce qu'après sur le reste, voilà, quand il y a des dépassements de seuil de polluants, etc. Finalement, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de lacunes encore, hein. Même dans les ERP et les établissements scolaires, il y a des textes qui existent. Après, dans l'application, déjà, c'est autre chose. Mais c'est vrai que voilà, l'essentiel d'un point de vue réglementaire, c'est surtout la ventilation. Moi, je travaille beaucoup sur les problématiques aussi de moisissure. Donc, ça peut être lié effectivement à la ventilation, mais aussi aux différents types d'infiltration dans le bâtiment, notamment voilà, l'étanchéité par le toit, par exemple, qui cause quand même de gros dégâts. Et j'ai plusieurs cas comme ça, que ce soit dans les bâtiments, les établissements scolaires ou des résidences de logement. Euh, et là, une fois qu'on a des personnes dans le bâtiment qui commencent à avoir des symptômes et qu'il y a des moisissures, ça devient extrêmement compliqué. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire fermer, alors provisoirement, mais faire quand même des crèches, des collèges. Là, je travaille sur un foyer pour adultes handicapés qui ne peut pas ouvrir depuis plus d'1 an parce qu'il y a eu des infiltrations. Voilà, si les choses sont anticipées correctement et donc que les entreprises ont les bonnes consignes de travaux et qu'elles les respectent, normalement ça ne devrait pas arriver. Donc c'est important de le savoir en amont, quoi. Bah, c'est ça. Donc on voit sur le neuf, déjà il faut connaître la réglementation et puis dès la phase de programmation, il faut sans doute définir des objectifs de QAI à atteindre. Et derrière, du coup, avoir les bons matériaux et les systèmes de renouvellement d'air dès la conception. Et sur le bâtiment existant ou en rénovation, c'est effectivement identifier les opérations d'entretien et de maintenance à réaliser avec les bons outils, avec les bonnes normes, pour voilà, rester aussi dans la réglementation et éviter derrière des sanctions qui seraient préjudiciables à tout le monde. Oui. Eh bien, écoutez, Bruno, je vous remercie encore pour toutes ces précisions. Je vérifie juste qu'on n'a pas une autre question. Alors, c'est une question peut-être un peu technique, donc vous y répondrez peut-être dans un second temps et pas en direct si jamais vous n'avez pas la réponse tout de suite. Mais quelqu'un nous demande, alors j'aimerais connaître la périodicité obligatoire des contrôles de QAI dans les écoles. Aujourd'hui, en fait, la réglementation dans les écoles, elle est sur plusieurs volets. Il y a 4 volets en tout.
La partie évaluation annuelle des ouvrants, comme son nom l'indique, elle est annuelle. Donc, ça inclut la vérification de toutes les portes et fenêtres, la ventilation, qu'elle soit mécanique ou naturelle, et la mesure de CO2 dans les classes, salle d'activité, dortoir, réfectoire. Ça, c'est tous les ans. D'accord. Voilà. Et ensuite, pour les autres volets, c'est un petit peu différent, mais cela dit, si vous ne l'avez pas fait, il faut absolument le faire cette année, puisque c'est la dernière année pour avoir fait la totalité des 4 volets. Donc, il faut avoir fait l'évaluation annuelle des moyens d'aération, il faut avoir fait éventuellement les campagnes de mesures réglementaires, s'il y a eu des travaux voilà, de construction, de rénovation. Donc ça, c'est avec un organisme COFRAC. Il faut avoir fait les autodiagnostics, donc avec des grilles à remplir par les différentes équipes qui interviennent sur le bâtiment. Et il faut avoir rédigé un plan d'action pour tous les problèmes identifiés dans les 3 volets précédents. Mmh. Donc ça, il faut absolument que ça soit fait avant la fin de l'année. Ouais, ok. Et puis là, si on se place côté MEE, on a une question d'un architecte, alors on y a plus ou moins déjà répondu, mais qui demande à quel document je dois me rattacher afin de garantir le respect des normes de la QAI dans les constructions. Donc, on l'a dit, il y a le code du travail, il y a le code de la construction, il y a la réglementation ERP. Comment est-ce qu'il y a un endroit où tous ces textes finalement convergent et où on est quelque part une synthèse de toutes les obligations que nous imposent les différentes réglementations? Moi, à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de synthèse des différentes réglementations. En fait, c'est pour ça aussi que c'est compliqué et que je fais cette carte mentale, c'est pour arriver justement à bien comprendre les liens entre le code du travail, le règlement sanitaire départemental, etc. Oui, c'est sûr. Bon, je ne peux que vous encourager à venir suivre la formation sur ce sujet qu'anime Bruno à nos côtés. La prochaine session aura lieu au mois de juillet, ça vous laisse le temps voilà, de vous inscrire et de valider tout cela. C'est un sujet complexe, mais c'est un sujet extrêmement important qui va devenir de plus en plus. Donc voilà, il faut s'y pencher. Encore une fois, les sanctions sont connues et ne sont pas anodines. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, voilà, venez écouter Bruno pendant 2 jours sur la formation qu'il anime et vous pourrez lui poser toutes vos questions et avoir toutes les réponses qu'on ne peut malheureusement pas donner aujourd'hui dans le laps de temps qui nous est imparti, mais que vous pourrez avoir durant son intervention. Merci encore Bruno. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau webinaire du département formation G-Monitor. Bon appétit à tous. Au revoir. Merci, au revoir.